La raison, c'est une faculté du cerveau humain à être capable de distinguer une affirmation qui est fausse, une affirmation qui est plutôt fausse, une affirmation qui est plutôt vraie, une affirmation qui semble vraiment, vraiment vraisemblable. C'est une capacité de l'esprit humain qui est assez bien partagée et qui est très efficace. On s'en sert tous les jours, même à son insu. L'esprit critique, la pensée critique à proprement parler, il s'agit plutôt d'un attirail d'outils qu'on met à disposition pour pouvoir trancher quand il y a plusieurs hypothèses qui se présentent face à des phénomènes ou à des théories un peu étranges sur lesquelles on voudrait se positionner. Et donc c'est une gamme, c'est un art, certains appellent ça l'art du doute, c'est un ensemble de techniques mises à disposition et qu'on peut enseigner. Et c'est pour ça qu'on parle de pensée critique en termes d'enseignement. On propose des petits outillages simples, faciles, appropriables pour que les gens puissent arriver à faire leur choix en connaissance de cause vis-à-vis de ces hypothèses. La pensée matérialiste, il y a un problème de termes. Très souvent, on pense à l'image du matérialiste comme celui qui aime bien amasser des gains, de l'argent, des matières, quoi, du matériel. Mais c'est pas du tout ça. En philosophie, on appelle matérialiste une position qui dit qu'on ne postule pas des choses qui ne relèvent pas de la matière, que toutes les formes diverses de la matière, que ce soit des ondes, que ce soit des molécules ou des choses très concrètes. Et on ne postule pas des entités bizarres comme l'âme ou des choses un peu insaisissables comme les anges, comme les fantômes, comme les esprits. On essaye toujours de se ramener à une lecture matérialiste de la science, on pourrait dire une lecture laïque de la science, parce que si on accepte qu'il y ait des choses qui ne soient pas appréhendables par une investigation scientifique, de fait, si on fait un trou dans cette démarche-là, si on accepte qu'il y a des choses qu'on ne regardera pas sous l'œil scientifique, n'importe quoi d'autre peut se greffer. Si on accepte l'âme, par exemple, on est obligé d'accepter les fantômes, on est obligé d'accepter les ectoplasmes, on est obligé d'accepter les licornes, on est obligé d'accepter tous les animaux fabuleux dont on n'a pas de preuve. À partir du moment où on fait un trou dans cette démarche, c'est un peu fichu. Donc c'est un matérialisme, ça fait un peu savant, mais on dit matérialisme méthodologique. On ne sait pas s'il n'y a pas autre chose ailleurs qui ne soit pas explicable, on ne sait pas s'il n'y a pas des choses qui traînent qu'on ne pourrait pas appréhender, mais dans la démarche, en tout cas, la science, elle est obligée de faire comme ça, de fonctionner sur des choses tangibles qui reposent sur des faits, sur des phénomènes et pas juste sur des vues de l'esprit. Le monde scientifique et le monde de la connaissance scientifique et de la démarche scientifique et le monde des théories un peu étranges s'entrecroisent de plein de manières différentes. Déjà parce qu'elles sont intéressantes, donc elles stimulent toujours l'imaginaire, donc on a toujours envie, implicitement, on se dit tiens, pourquoi pas. Et elles s'entremêlent aussi parce que la prétention de départ, elle est de type scientifique. On nous dit mais ça marche. Ah, ça marche, très bien, on n'a qu'à regarder. Et de deux choses l'une, soit on isole quelque chose d'extraordinaire, et c'est parfait, c'est génial, tout le monde est content, on a une connaissance nouvelle, et c'est déjà arrivé dans l'histoire des sciences qu'on découvre, on doutait de quelque chose, et puis on le vérifie. Et le cas peut-être le plus sympathique à raconter en histoire des sciences, c'est peut-être l'histoire tragique de ce médecin Semmelweis, qui était le seul à réussir à abaisser le taux de fièvre puerpérale chez les femmes qui accouchaient. Dans plein d'hôpitaux, les femmes mouraient en couche, et pas trop chez lui, moins chez lui que chez les autres. Et lui, il s'est dit, tiens, mais en fait, je me rends compte que moi, je me lave les mains à chaque fois avant. Alors, ça fait rire maintenant, mais en 1850, ça faisait pas, l'asepsie, c'était pas connu. Et quand il a proposé ça, personne ne l'a cru. Et il a fallu attendre quelques années pour que les gens reconnaissent qu'en fait, le fait de se laver les mains évitait, en passant d'une parturiente à une autre, de transmettre des germes potentiels de la maladie. Donc en fait, la démarche scientifique est un outil pour éclairer des choses parfois nouvelles. Et donc il faut être, quand quelqu'un vient avec une théorie bizarre, moi j'ai dit bah, bienvenue, venez, on va regarder, vérifions. Soit ça marche si on est content, soit, et c'est la deuxième chose, soit ça marche pas, et il faut le dire. Il faut le dire de manière à ce que les gens puissent se faire une opinion éclairée là-dessus. Après ça, les gens font bien ce qu'ils veulent. S'ils choisissent, par exemple sur la radiesthésie, s'ils regardent le corpus de faits qu'il y a à l'appui de la radiesthésie, et qu'ils se font une opinion éclairée là-dessus, et qu'ils choisissent la radiesthésie, grand bien leur face. C'est leur choix, mais c'est un choix éclairé. On leur a pas menti. Par contre, si on leur amène une information où on a caché tous les aspects un peu négatifs et qu'on leur met que les aspects positifs qui fonctionnent bien, c'est le début de l'escroquerie intellectuelle. Et il faut se battre contre ça. Donc l'idée, c'est de publier, en fait. Publions les résultats. Donc la science s'entremêle avec ça. La science s'entremêle avec ça parce que on peut vérifier ces affirmations-là.
Et soit on trouve pas. Dans tous les cas, on en ressort grandi. Ça fait à peu près un siècle qu'on essaye de trouver des critères de distinction entre science et pseudoscience, entre médecine et pseudomédecine, entre psychologie et pseudopsychologie. C'est pas aisé de faire ça. Et puis c'est pas parce qu'il y a un critère qui est présent que c'est forcément que la discipline en question, elle est de type pseudoscientifique. Il faut un assortiment de critères. Si on prend le cas par exemple des thérapies, qui est un cas qui est très très répandu, l'adhésion à des thérapies qui sont parfois extraordinaires, parfois complètement incroyables et parfois très très dangereuses. Pour distinguer une médecine d'une pseudo-médecine, les critères, ils sont assez faciles à comprendre. Le premier critère important, c'est quand on nous apporte à la place des preuves, on nous apporte tout un tas de témoignages. Ça, c'est un piège. Vous savez, c'est quand on voit des publicités où il y a marqué témoignage de Madame L. Ah oui, je suis très contente. Ou Monsieur Z. Ah oui, oui, c'était très très bien. Voilà. Déjà, on peut trier les témoignages. On peut aussi s'exposer soi-même qu'à des témoignages qui sont bons. Quand on nous parle d'un guérisseur, par exemple, c'est très rare qu'on dise oh là là, je connais un guérisseur, il est très nul. C'est rarement qu'on nous dit ça. On nous dit toujours ah, je connais un guérisseur, il est très bien. Donc, on n'entend parler que de cas comme ça qui sont positifs. Et donc, les témoignages ne font pas office de preuve. Donc ça, c'est un premier biais important à noter. Et s'il n'y a pas de preuve et avec des témoignages, c'est déjà un critère de pseudoscience. Ensuite, il y a un deuxième critère, c'est l'exotisme. Et l'exotisme, c'est-à-dire, on a souvent tendance à penser que si une technique vient d'Orient, vient d'Amazonie, vient de peuples qu'avant, dans l'imaginaire, on qualifiait d'un peu primitifs, vous savez, ces termes un peu racistes qu'on utilise parfois encore d'ailleurs, en se disant vu qu'ils sont plus près de la Terre, vous voyez, peut-être qu'ils ont une connaissance plus intuitive que nous, modernes, on aurait oublié, quoi. Et donc, plus ça vient de Chine, plus ça vient des Philippines, plus ça vient d'un Orient fantasmé, quoi. Donc un peu raciste, mine de rien. Plus ça vient d'Amazonie ou des Indiens d'Amérique, plus ça aura une couleur un peu particulière, un peu un retour dans l'histoire. Et ça amène un des troisièmes critères qui est celui de l'historicité. Très souvent on nous dit mais ces techniques-là, elles fonctionnent parce que ça fait très longtemps qu'on s'en sert. Il y a beaucoup de choses qui sont très vieilles, qui sont très nulles et qui sont totalement inefficaces, quoi. Pendant très longtemps on a fait des saignées aux gens. Il ne reste plus beaucoup de cas, il en reste un ou deux où la saignée est utile. Il y a quelques maladies du sang, mais pour le reste, la saignée a montré son inefficacité pendant à peu près 2000 ans, et pendant 2000 ans, ça a duré, quoi. On a saigné les gens, quitte des fois à les rendre malades, voire à les faire mourir. L'efficacité des sangsues, c'est pareil, on a utilisé les sangsues, ou les ventouses, par exemple. Et les ventouses qu'on mettait sur le dos et qui étaient censées absorber le mal. Bon, ça, c'est des techniques qui sont vieilles, c'est pas parce que c'est vieux que c'est bien, quoi. Il y a des choses qui sont très vieilles, qui sont très, 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 très mauvaises, il y a des choses très récentes qui sont aussi mauvaises, quoi. C'est pas, le critère d'historicité n'est pas un critère suffisant. Après, il y a des critères aussi. Oui, mais il y a des millions de gens qui s'en servent. On nous dit par exemple sur l'acupuncture, mais des millions de gens s'en servent. Donc, des millions de Chinois. Alors, en plus, c'est loin, et en plus, il y a plein de gens. Et pareil, c'est pas parce que des millions de gens font quelque chose que c'est forcément bien, hein. Parfois, c'est la minorité qui a raison, hein. C'est pas, on peut pas trancher comme ça. C'est pour ça qu'il faut revenir aux faits, toujours. Voici 3 critères. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme 4e critère? Le fait que très souvent, l'intuition remplace la démarche hypothético-déductive. On remarque dans les thérapies notamment que le fondateur, généralement un homme pieux, a une intuition un jour, et il l'écrit comme ça, hein. Il dit j'ai une intuition, pouf, et puis il écrit son intuition, et de son intuition, il va tirer plein de conclusions, sans se donner la preuve de vérifier chacun des aspects de sa conclusion ou de tester son hypothèse. Donc on utilise en science un critère qu'on a emprunté à un épistémologue allemand qui s'appelle Popper. On appelle ça le critère de Popper ou critère de réfutabilité des théories. On dit qu'une théorie, pour être scientifique, c'est pas le seul ingrédient d'une théorie scientifique, mais l'un des principaux, il faut qu'une théorie, elle soit pas irréfutable. Si elle est irréfutable, c'est-à-dire que normalement une théorie, elle doit vous proposer une possibilité de dire qu'elle est fausse. Si vous défendez la théorie de la gravitation, par exemple, vous dites tiens, la théorie de la gravitation, on considère qu'elle est vraie jusqu'au jour où vous prendrez un caillou, et puis au lieu de tomber, il se mettra à monter. Là, on se dira ah tiens, il y a un phénomène qui rentre pas dans la théorie, donc il faut que je revoie la théorie. Soit il faut que je la bricole, soit il faut qu'on en change complètement, parce que ça n'explique plus tout à fait les phénomènes qu'on voit arriver.
Bon, pour l'instant, ça n'arrive pas dans la gravitation. Par contre, si on vous dit, comme c'est le cas par exemple dans les théories d'obédience psychanalytique, on vous dit, vous n'êtes pas convaincu par la théorie de la psychanalytique, c'est parce que vous refoulez. Le refoulement faisant partie lui aussi de la théorie psychanalytique. C'est parce que vous avez un Oedipe mal résolu. C'est encore partie de la théorie psychanalytique. C'est parce que vous faites un déni, etc., etc. En gros, même quand vous avez des faits qui peuvent venir à l'encontre de la théorie, on vous ramène dedans. Je donne l'exemple de la psychanalyse, parce que c'est l'exemple que donnait Popper en 1940. C'est l'exemple qu'il a pris pour montrer ce critère. Donc si une théorie contient elle-même sa propre réfutation, c'est mal parti. C'est ce qui se passe aussi quand on fait des stages de coaching et de développement personnel, où on vous dit, ou dans certaines sectes, même dans certaines dérives sectaires graves, comme celle de Shoko Asahara, qui a donné la secte Aum Vérité Suprême, qui est assez célèbre pour avoir organisé du gaz sarin dans le métro à Tokyo en 1995. Il disait à ses adeptes, travaillez, 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 vous arriverez un jour à l'éviter. C'est-à-dire flotter dans les airs et tout. Donc il y avait des stages d'entraînement, c'est absolument tragique les stages d'entraînement qu'ils faisaient. Et quand ils réussissaient pas, ce qui était le cas de 100% des adeptes qui étaient là, on leur disait mais c'est parce que tu n'as pas assez travaillé. Et hop, on vous réincorpore encore dans la théorie. Donc on ne peut pas montrer que la théorie de Shoko Asahara est fausse parce qu'elle est irréfutable en soi. Donc là, en général, en science, on appelle plus ça une théorie. On appelle ça un scénario, quelque chose de figé, qui bouge plus. Quand on est face à un phénomène réputé étrange, paranormal, surnaturel, mystérieux, il faut d'abord essayer d'épuiser toutes les alternatives qui permettent de l'expliquer, qu'on a déjà à disposition. Je vais faire une métaphore. Si vous pêchez un poisson dans la rivière à côté, vous sortez le poisson, vous vous dites, tiens, comment je vais le classer ? On va d'abord regarder dans toutes les autres catégories qui sont déjà créées. On va se dire, tiens, est-ce que c'est une truite, est-ce que c'est une carpe, est-ce que c'est un hareng, est-ce que c'est un poisson, quoi, divers ou variés dans toutes les catégories de poissons. On va pas créer de toute pièce une nouvelle catégorie. Ah tiens, je trouve un poisson, c'est le poisson que Richard a pêché tel jour, quoi. Ça serait complètement, on va démultiplier complètement les catégories et ça serait quand même une pure perte. Quand on est face à un phénomène bizarre, l'idée c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de l'expliquer avec les moyens qu'on a sous la main, avec la physique, la chimie, la psychologie, les sciences sociales, toutes les connaissances qu'on a déjà à disposition. Et si on arrive à expliquer le phénomène avec des choses connues, pour penser que ce phénomène est extraordinaire, il faudrait qu'il ait une propriété qui ne soit pas expliquée par ce qu'on connaît déjà. Sinon, il est ordinaire, en quelque sorte. Donc, pour pouvoir penser qu'un phénomène est dit paranormal ou surnaturel, il faudrait qu'il ait quelque chose qu'on ne puisse pas expliquer avec ce qu'on a déjà sous la main. Donc, on dit souvent, en zététique, on dit l'alternative est féconde. Face à quelque chose de bizarre, cherchons à ce qu'il n'y a pas une alternative autre que celle du mystère, du don, de la capacité bizarre, du phénomène paranormal. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça autrement ? Voilà. On prête à un moine du milieu du Moyen-Âge, Guillaume d'Occam, une locution latine qu'on connaît maintenant sous le nom de rasoir d'Occam. En fait, c'est plus vieux que ça, ce principe-là a été énoncé. On le retrouve chez Aristote, et si ça se trouve, il y a des gens encore plus vieux qui l'ont dit et qui ne savaient pas écrire, on ne sait pas. Mais en tout cas, on prête à Guillaume d'Occam, Occam étant une ville en Angleterre, un principe qui dit « il ne faut pas multiplier les entités plus que de raison ». Dit comme ça, c'est pas très clair, hein, mais ça signifie, en gros, c'est le principe de l'idée que l'alternative est féconde. C'est-à-dire que si je n'ai pas besoin d'une nouvelle entité pour expliquer un phénomène nouveau, pourquoi l'utiliser ? Alors on pourrait prendre un exemple médical, par exemple. Quelqu'un qui se retrouve face à un médecin qui se retrouve face à un individu qui saigne du nez, a mal à la tête et a une cervicalgie, il a mal au cou. Il vaut mieux penser que l'hypothèse la moins coûteuse, ce sera celle qui propose une maladie qui recouvre les trois phénomènes, plutôt que de penser qu'il y a trois pathologies différentes qui vont expliquer chacun des phénomènes. On ne sait pas si c'est vrai, si ça se trouve on se trompe, mais en tout cas il est plus logique de privilégier l'hypothèse la moins coûteuse au départ, celle qui met en jeu le moins d'entités. Alors on parle de rasoir d'Occam parce que ça permet de couper les entités non nécessaires, comme on dit. On rase les entités non nécessaires. Donc souvent on comprend mal le rasoir d'Occam parce qu'on se dit « Ah donc c'est le plus simple qui est vrai ». Mais ça, on n'en sait rien. C'est pas vrai. Ça ne dit pas si c'est le plus simple qui est vrai. Ça dit il est logique de privilégier la solution la plus simple. Mais c'est pas sûr qu'elle soit vraie. Mais c'est logique d'abord de privilégier la plus simple. La démarche critique, la pensée critique, tous ces outils-là
sont des outils absolument remarquables pour passer derrière le paravent des idées reçues sur les questions sociales, et politiques ou économiques. On tire souvent des conclusions très hâtives sur des populations. On tire des conclusions hâtives sur les différenciations entre les sexes. On tire des conclusions hâtives sur la différenciation entre les peuples. On tire des conclusions sur, par exemple, on essaie de traiter la délinquance. Prenons l'exemple de la délinquance. On dit, la délinquance, voilà déjà un mot. Si on a une démarche critique, zététique là-dessus, on se dit, bon, délinquance, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est faire un acte délinquant. Mais alors, qui qualifie l'acte de délinquant? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que voler du pain quand on veut nourrir ses enfants qui crèvent, est-ce que c'est un acte délinquant? En fait, oui, mais vous voyez, tout de suite, moralement, pourtant, ça peut justifier, quoi. Donc, déjà, le mot délinquant contient déjà une part d'effet impact, comme on dit. Donc c'est classé déjà comme pas bien. Alors on se dit les délinquants. Donc la personne, c'est pas elle a fait un acte délinquant, c'est elle est délinquante. Donc elle est en tant que telle un délinquant. On a essentialisé le problème, c'est devenu un délinquant. Et après la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et en général on l'enferme, on le met en prison, on le punit, on le châtie, sans se poser la question de qu'est-ce qui a été la cause de tout ça. Regarder les ramifications pour traiter la cause en amont, quoi, pour regarder qu'est-ce qui a fait que... Bon, en général, c'est la misère qui pousse les gens à commettre des actes délinquants, c'est généralement ça. Mais ça, c'est pas très vendeur quand on propose ça dans les sphères politiques. On dit, il faut traiter les causes, et les causes, c'est la répartition des richesses dans ce monde, qui est fortement inégalitaire. Je crois que tout le monde peut en convenir sur le plan scientifique. La répartition des ressources, elle n'est pas du tout égalitaire, et il y en a qui spolient d'autres, et tant que ça ne sera pas réglé, il y aura ce problème-là. Mais personne ne peut s'atteler à ça, parce que c'est pas très vendeur, ça. Alors par contre, résoudre, avoir l'impression de faire des choses efficaces, même à très court terme, en emprisonnant massivement, en faisant déborder les prisons, etc., voilà, on est typiquement dans de la pseudo-science sociale, là. On propose une solution qui n'en est pas une, à un problème qui est mal analysé. Voilà un exemple qu'on pourrait prendre. La démarche critique, elle s'applique à partir du moment où n'importe quelle personne fait une affirmation de type scientifique. Je m'explique. Une affirmation de type scientifique, c'est quelque chose qui peut se vérifier, qui peut être vérifié comme valide ou non valide. Et à partir du moment où quelqu'un fait une affirmation de type scientifique, on a le droit de regarder ça sous l'angle zététique, sous l'angle critique. Et ça peut être des affirmations dans le champ social. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, qu'il y a une telle catégorie de personnes qui est plus délinquante qu'une autre, on a le droit d'aller vérifier cette affirmation, de montrer qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Et généralement, en plus, elle est fausse. Elle participe souvent de préjugés et de stéréotypes. Quand quelqu'un vous dit que tel modèle économique est valide et fonctionne, on a le droit d'aller vérifier. Le citoyen a le droit de se dire, est-ce que je peux vérifier que ce qu'on me dit est réel ou non? Dans le champ social, on pourrait prendre comme exemple aussi, en termes de psychologie, par exemple, pendant longtemps, on a considéré que l'autisme était le fait d'un manque affectif lié fortement à la mère. C'est à la maman, quoi. On appelait ça le concept des mères réfrigératrices, qui serait donc, ça serait leur faute si l'enfant développait un autisme. Et cette théorie-là, donc, a été pendant longtemps avancée, sans preuve, et de fait, maintenant, on sait que cette théorie est fausse, on peut vérifier ça, on sait maintenant que c'est faux, et que la composante est fortement génétique. Donc, dans le champ social, il y a des affirmations aussi politiques. On parle de sciences politiques, c'est bien pour ça qu'il y a des choses qui sont plus vraies que fausses, et il y a des modèles politiques qu'on peut montrer comme étant plus faux que d'autres, ou moins justes dans les prétentions qu'ils prétendent avoir, quoi. Quand quelqu'un... on peut aussi l'appliquer sur les rhétoriques. Bon, on est dans une période politique assez particulière, où les personnages politiques, quand ils viennent à la télévision, ils proposent des choses qui ont l'air... qui semblent être vraies. On devrait avoir les moyens de pouvoir les vérifier. Et quand ils utilisent parfois des formes rhétoriques un peu fausses, des arguments un peu fallacieux, on doit avoir les outils pour pouvoir se dire « Ah là, il est en train de me mener en bateau ». On doit avoir des outils comme ça pour créer une autodéfense intellectuelle, en quelque sorte. Et ça s'applique aussi bien en sciences politiques, en sciences sociales, en sciences économiques, en sciences physiques, sur les questions d'histoire aussi. On peut avoir une lecture de la science historique critique. Et il y a des gens qui utilisent l'histoire à des fins critiques. Et il y a des gens qui utilisent l'histoire à des fins, par contre, idéologiques, qui vont aller chercher des personnages et les réutiliser à leur propre sauce, que ce soit les personnages comme Jeanne d'Arc, qui ont été réels mais qui sont réutilisés. Puis ça peut être aussi des personnages qui sont embellis. On les embellit. Alors on embellit Napoléon, on embellit un peu la mémoire de certains personnages. On voit des hommes politiques qui vont récupérer un peu comme ça, ils font une moisson un peu des personnages qui les intéressent, et donc ils réécrivent en quelque sorte une histoire. On nous a réécrit l'histoire avec les Gaulois, par exemple, on nous dit que nos ancêtres sont les Gaulois, alors qu'en fait nos ancêtres c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'image d'un groupe, d'un peuple, en plus un peu guerrier, un peu sympathique, un peu Astérix, quoi.
bah, c'est plutôt séduisant. En plus, qui résistait aux Romains, alors c'est parfait. On a tout de suite le mythe fondateur d'une civilisation. Et on remarque que dans toutes les civilisations, quasiment, il y a un mythe fondateur qui est presque créé de toutes pièces. Ça, on peut le vérifier, on peut le critiquer. Notre témoignage ne peut pas servir de preuve, en fait. Il faut qu'il soit au moins recoupé plusieurs fois et qu'on ait bien fait. Et puis, il faut les prendre très rapidement, les témoignages, parce que ça s'évapore avec le temps et on a tendance à reconstruire ensuite les souvenirs que l'on a en se replaçant dans la scène et très souvent de manière, en plus, avantageuse pour nous, souvent. C'est pour ça que les souvenirs d'enfance sont souvent un peu mieux dans notre esprit que ce qu'ils ne sont en réalité. On a tendance à réécrire un peu notre histoire. Donc notre cerveau recompose, notre cerveau trie, notre cerveau recompose, et ce qui reste à la fin, c'est pas toujours tout à fait exact par rapport à ce qui s'est réellement passé sur la scène. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de notre vision du monde, notamment sur le plan sociopolitique? Sur le plan sociopolitique, on fait un peu le même genre de tri. On aura tendance à trier les cas qui vont dans le sens de ce qu'on aime bien. On appelle ça la validation subjective. Ça fait une psychologie qui porte un nom un peu générique. Comme ça, la validation subjective, on aura tendance à ne chercher que les cas qui vont dans le sens de ce qu'on aime bien. Si vous aimez bien une technique kinésithérapique, par exemple, vous aimez bien, voilà, vous avez tendance à valider tous les cas de gens qui vous diront que cette technique, elle est bien. On n'ira pas chercher la contradiction. Notre cerveau ne va pas chercher la contradiction. Il y en a qui appellent ça aussi le biais de confirmation. On aime bien chercher la confirmation aux choses auxquelles on croit. Donc ça marche pour quand on adhère à une théorie comme ça, mais ça marche aussi dans le champ sociopolitique. On a tendance à, quand on est par exemple de gauche, on a tendance à écouter les arguments de gauche, à pas trop écouter les arguments de droite, à lire que de la presse de gauche. Ça, c'est un autre phénomène qu'on appelle l'exposition sélective. On a tendance à ne lire que les choses qui confirme ce à quoi on adhère, quoi. Et ça mène à des fois on n'est pas tellement ouvert aux autres théories, on n'est pas ouvert aux autres hypothèses, et parfois ça crée des stéréotypes. Typiquement, si vous avez rencontré, je veux dire, tout le monde a un avis sur les Tibétains, par exemple, mais personne n'en a jamais rencontré. Il suffit de rencontrer un Chinois pas sympa, puis on se dit tiens, les Chinois sont pas très sympas. Ou qui n'a pas un collègue qui est rentré d'un voyage et qui vous dit oh là là, en Thaïlande, ils sont sympas. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, les Thaïlandais qu'on a rencontrés sur place, déjà, généralement, c'est dans un contexte de tourisme, donc ils ont tout intérêt à être sympas parce on vient avec notre pouvoir d'achat. Et il y a un tri, quoi. On n'a jamais été discuté avec. Et puis, comment tirer une généralité à partir de 4 ou 5 personnes qu'on a rencontrées et dont en plus on ne parle pas la langue. Donc, les stéréotypes fonctionnent exactement sur le même genre de principe. Et donc on a des idées reçues qu'on prend tous pour communément acquises et qu'on pourrait battre en brèche, quoi. Et avec des étudiants, parfois, ils sont très très surpris de voir que ce qu'ils pensaient être vrai, mais parce que tout le monde l'a toujours répété, en cherchant un peu, le truc s'évapore, quoi. Ça s'en va comme un savon qui glisse. Un des derniers exemples, c'était des étudiants qui ont travaillé sur l'instinct maternel. Tout le monde est persuadé que l'instinct maternel, ça existe. Et bien l'instinct maternel, c'est pas si clair que ça. L'instinct maternel, on ne sait pas si l'instinct maternel est vraiment maternel, est-ce qu'il n'est pas aussi paternel, est-ce qu'il n'est pas partagé, est-ce que c'est vraiment un instinct ou est-ce que c'est quelque chose qui s'éduque parce qu'on mime ce qu'on a vu faire dans notre enfance par les adultes, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils faisaient la précaution vis-à-vis des autres, est-ce que c'est du mimétisme comme on retrouve chez les animaux, ou est-ce que c'est vraiment un instinct maternel qui s'exprimerait que chez les mères et pas chez les pères? Et en plus, maintenant, quand on voit les familles qui sont des compositions un peu différentes, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être le parent biologique d'un enfant pour avoir un instinct maternel. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir un instinct maternel pour aller sauver un enfant qui est coincé sous un camion, même si c'est pas le nôtre. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. C'est pas si simple que ça. C'est comme quand on dit que les femmes sont plus intuitives que les hommes, ou qu'on dit qu'elles sont plus douées pour les travaux ménagers ou domestiques, par exemple. Voilà, c'est le genre d'affirmation où tout le monde souscrit plus ou moins à ça, ou que les filles sont plus sensibles, elles aiment bien se déguiser en fées. Parfois, il faut remonter un peu derrière ça et se rendre compte qu'il y a une construction sociale qui est à l'œuvre, notamment le fait que il suffit de rentrer dans un magasin de jouets pour se rendre compte que la construction sociale commence très très tôt. Et c'est ça qu'on peut regarder. Ne pas se baser sur les idées reçues qu'on a de manière générale sur la société, sur les groupes sociaux, les préjugés raciaux, ce genre de choses. Essayer de remonter aux sources, quoi. On nous dit toujours que les Noirs courent vite. Est-ce qu'ils courent réellement plus vite que... Qui va vérifier que les Noirs courent plus vite? C'est parce que juste on regarde que les meilleurs sprinteurs au monde en ce moment sont Noirs qu'on conclut que les Noirs courent vite. Est-ce qu'il faudrait conclure aussi que les Noirs skient pas? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur les podiums de ski. On voit bien qu'il y a d'autres paramètres qui sont en jeu. C'est pas sur le Kilimandjaro qu'on peut faire du ski, ni sur le Piton de la Fournaise, quoi.
Donc il y a d'autres choses qui se jouent et puis voilà, c'est souvent multiparamétré, c'est plus complexe. Le monde est finalement plus complexe et plus beau et plus multiparamétré que ce qu'on pourrait penser. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un individu, c'est quelqu'un d'assez composite. Et on peut avoir une démarche tout à fait rationnelle dans le cadre de notre travail, dans notre labo, dans ce qu'on fait, quand on fait un choix je sais pas, de tapisserie, on peut faire des choix tout à fait rationnels ou éclairés en fonction des critères qu'on a choisis. Et c'est pas pour autant que notre personnalité ne contient pas aussi des bribes de ce qu'on appelle l'irrationalité. Et l'irrationalité, c'est pas quelque chose de mal, hein. C'est ce qui fait qu'on tombe souvent amoureux, souvent pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. C'est ce qui fait qu'on aime un poème ou qu'on aime un film ou qu'on a une sensibilité. C'est aussi des principes irrationnels qui nous font parfois adhérer à des causes ultimes ou à des causes supérieures. Et c'est pas mal en soi, ça c'est pas un problème. Et souvent ça cohabite avec une démarche scientifique qu'on a tous plus ou moins quand on veut sortir d'une pièce, on choisit de passer par la porte. C'est une démarche hypothético-déductive qui nous a mené à choisir de passer par la porte plutôt que d'essayer de passer à travers le mur. On sait d'expérience que passer à travers un mur, ça marche pas très bien. Et donc on a souvent tendance à se dire, bon, il y a des individus rationnels, puis il y a des individus qui sont plutôt irrationnels. Mais c'est pas tout à fait vrai, hein. On est tous un peu irrationnels à certains moments. Quand on voit les probabilités qu'il y a à gagner au loto, on pourrait se demander, mais quel est l'intérêt de jouer au loto, à part vouloir payer un impôt indirect en plus? Il n'y a pas vraiment de raison. D'ailleurs, c'était une très très bonne idée pour l'État de lancer la loterie nationale. Ça leur permet de faire un gain assez monstrueux. Alors pourquoi on se soumet à ça, en fait? Vu que la probabilité est super faible de gagner, pourquoi on se soumet à ça? En plus, les gens commencent à avoir cette notion de probabilité. Ils savent bien qu'ils ont peu de chances de gagner. Si on veut comprendre ce phénomène, je crois qu'il faut faire une analyse un peu plus sociale de la problématique. Pour beaucoup de gens, il semble que le moteur essentiel, ce soit l'idée que c'est peut-être la seule possibilité qu'ils ont un jour de devenir riches, tout simplement. Autant la prendre, puisque c'est la seule qu'ils ont. Pour beaucoup de gens qui jouent, ils vont pas reprendre des études, ils vont pas changer de classe sociale, ils vont pas créer une entreprise qui d'un seul coup va faire une start-up énorme qui va générer plein d'argent. Donc ils se disent, bon, est-ce que j'ai beaucoup d'autres solutions? Autant tenter celle-ci. Finalement, c'est pas si coûteux par rapport au rêve que ça me donne, quand bien même je l'aurais jamais. On paye cette part de rêve, mais de la même façon que parfois on paye une part de rêve en achetant un voyage sur la base d'une simple publicité, hein. La publicité, c'est le même principe, hein. On paye une part de rêve, quoi. Et c'est pas idiot, quoi, de jouer au loto. C'est pas idiot. Voilà. On gagnera pas, mais ça ça aide à vivre. Alors après, on pourrait se dire, politiquement, on pourrait se dire, bon, il y aurait peut-être d'autres moyens, quoi. C'est-à-dire peut-être se battre pour une répartition des richesses plus juste. Il y aurait peut-être d'autres méthodes un peu plus révolutionnaires ou plus actives pour rétablir un peu une équité dans la répartition de l'argent. C'est la méthode la plus conservatrice, en fait. C'est celle où on se dit, bon, bah, allez, je tente ma chance et si je l'ai pas, tant pis, les choses sont comme elles sont, quoi. Je pense qu'il y aurait d'autres manières, quoi. Il y aurait d'autres manières de renégocier la répartition de l'argent qui éviterait à des gens d'aller tenter cette loterie. Sur l'expérience du Monty Hall, ce qu'on peut tirer, c'est que notre intuition, là encore une fois, n'est pas très bonne guide et qu'on a des intuitions de type statistique qui sont souvent fausses. On a souvent tendance à penser que des choses qui ont une petite probabilité ont une plus grande probabilité que ce qu'elles ont réellement. On amplifie les petites probas, on diminue les grandes probas, on a tendance à mal apprécier les processus de choix. Alors dans le cas du Monty Hall, par exemple, on a l'impression que ça ne changera rien qu'on nous donne ou pas une porte. Et en fait, si, ça change quelque chose et on augmente sa chance en changeant de sujet. Et c'est complètement contre-intuitif. Donc ça nécessite un travail, mais c'est un travail qui n'est pas très très coûteux en fait. Si on le prépare et si on l'enseigne, après ça on est prévenu et on ne tombe pas dans les pièges, quoi. Notre cerveau n'est pas très bon pour faire des calculs. Il n'est pas très 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 bon. Il tire des généralités très rapidement, il coupe à la hache. En fait, c'est une école d'humilité, hein, l'esprit critique. Hein. Se dire, en fait, dans quelle mesure mon cerveau est-il capable de me tromper et m'amener à penser que des choses sont vraies alors qu'elles ne le sont pas. Effectivement, la science, elle ne peut pas tout expliquer. Certains disent pour l'instant. Et encore, on ne sait même pas si plus tard, la science pourra tout expliquer, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la science n'a pas pour but de tout expliquer. Si on reprend bien à la base, je parle de la démarche scientifique, elle a juste pour but de décrire le monde tel qu'il semble être. Voilà. Donc on va essayer de décrire le monde tel qu'il semble être. Mais pour ça, il faut regarder les phénomènes qui nous arrivent. On ne va pas spéculer sur le sexe des anges, quoi. On va discuter des phénomènes qui nous arrivent. Et très souvent, dans les théories
un peu bizarres qu'on nous amène, on nous dit oui mais voyez c'est pas reconnu parce que les faits parce que la science a peut-être pas encore découvert les raisons qui font que peut-être. N'empêche que le problème est souvent dans le phénomène de départ. Il nous manque le phénomène de départ. On est prêt à se pencher sur une capacité de sourcellerie le jour où quelqu'un vient avec une vraie capacité qu'on a pu montrer de non-sourcier. Avant de construire une théorie là-dessus, il faut d'abord avoir les phénomènes. Remontons au phénomène d'abord. Et si le phénomène est là, alors là, je peux vous dire qu'on sera nombreux à s'y intéresser, c'est évident. Le jour où on arrivera à mettre en évidence une capacité extrasensorielle, mais on sera des dizaines de milliers à vouloir bosser là-dessus, c'est certain. Mais ce qui manque, c'est le principe de départ, quoi. C'est l'élément de départ, c'est le phénomène. Remontons au phénomène, toujours. Et donc la science, peut-être un jour, mettra en évidence une capacité de sourcier, mais il faudrait encore qu'il y ait une capacité, là, qu'on puisse voir, quoi, qu'on puisse tester, vérifier, qui ne soit pas due à autre chose, quoi. La démarche la plus saine vis-à-vis de sollicitations de ce genre, c'est d'abord de se dire, bon, qu'est-ce qu'on me donne comme élément pour me convaincre que ça fonctionne vraiment? Comment je peux remonter à la source? Sur quelle base de preuves je vais adhérer à ce qu'on me dit? Imaginez qu'on vous propose les services d'un radiesthésiste, par exemple. Quels sont les moyens que j'ai pour choisir entre un bon radiesthésiste et puis un mauvais radiesthésiste? Sur quels critères je vais pouvoir choisir? Demander ça, c'est comme demander à choisir entre un bon et un mauvais garagiste, quoi. Il devrait y avoir des moyens de vérifier la prétention qu'a la personne, ce qu'elle nous propose. C'est le service après-vente, normalement. C'est juste légitime de demander ça. Donc la première réaction que je proposerais, c'est demandons-nous pourquoi je vais donner mon crédit à cette théorie plutôt qu'à telle autre. Quelle est la source de ça? Quel est l'échantillon de preuves qu'on a là-dessus? Et quels sont les moyens que je peux avoir pour distinguer entre un bon, quelqu'un d'efficace, et quelqu'un de moins bon, quelqu'un de moins efficace? Et là-dedans, on est déjà dans une démarche scientifique. Ça serait prêter des intentions aux personnes si on essayait de deviner qu'est-ce qui les motive à utiliser des techniques de ce genre. Évidemment, pour certaines d'entre elles, il s'agit d'un aspect de l'appât du gain compte. Mais on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui demandent pas d'argent. On se dit, mais qu'est-ce qui les motive alors? Qu'est-ce qui les motive à défendre quelque chose qui n'a pas un corpus de preuves et qui peut éventuellement mettre en danger ou mettre en soumission des gens qu'ils ont en face d'eux? On se rend compte que c'est surtout le capital symbolique, comme diraient les sociologues, quoi. C'est le capital symbolique que ça donne. D'un seul coup, alors que vous étiez peut-être quelqu'un qui n'avait pas un statut forcément glorifiant, où vous n'étiez pas très content de votre travail, où c'était pas très gratifiant, et d'un seul coup, vous devenez le thérapeute du coin, vous devenez le voyant du coin, vous devenez le guérisseur du coin. Bah, le statut est vachement plus grand. Et les retours, en termes de capital social, sont énormes. Les gens parlent de vous, ils se communiquent votre adresse, alors que si vous étiez un obscur secrétaire quelque part, personne n'allait parler de vous comme ça, quoi. Vous avez un statut un peu différent. Et c'est largement plus important. J'ai bien l'impression, chez les personnes que j'ai rencontrées, c'est plus important cette composante-là que l'aspect vénal, l'argent, quoi. Et ça nous donne parfois des problèmes moraux, parce qu'on voit des gens capables de mettre d'autres gens en danger avec des techniques qui peuvent se révéler dangereuses ou confinant à la soumission, mais en même temps la personne elle a construit toute son identité là-dessus. On connaît le cas d'un guérisseur, d'un monsieur qui est un peu guérisseur, qui fait visiter un bois en Isère, une forêt qui est soi-disant magique, et on s'est posé la question, est-ce qu'il faut informer les gens que les prétentions autour de cette forêt sont pas fondées, sachant que si on fait ça, on met la personne et sa personnalité en jeu, quoi. Parce que d'un seul coup, c'est toute sa vie qui peut s'effondrer à ce brave homme. Donc ça crée des dilemmes comme ça, hein. C'est pas toujours évident de trancher. Et en fait, la bonne foi est souvent là, hein. Ce qui fait dire que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. C'est pas sur les intentions qu'on peut savoir si une technique est bonne ou pas, parce que la plupart du temps, les intentions sont toujours bonnes. Sur les sourciers, on se pose la question de savoir comment vérifier, est-ce qu'un sourcier trouve efficacement de l'eau, et comment choisir entre plein de sourciers qui nous sont proposés, lequel serait le plus pertinent. Quand on remonte aux faits, très souvent les faits sont un peu flous. On nous dit, ah, il est bon ce sourcier, il a trouvé. Ah bon, il a trouvé combien de fois? Oh, plein de fois. Mais plein de fois sur combien? Alors déjà, il y a très peu de sourciers qui gardent les notes exactes de ce qu'ils font, quoi. Et après, il faut voir, est-ce qu'on peut trouver par hasard aussi de l'eau? Il y a des endroits, par exemple, où trouver de l'eau, c'est simple, quoi. Il y a de l'eau partout, vous trouvez, et puis on valide ça comme une réussite, alors qu'en fait, il y avait 100% de chance de gagner, quoi.
Et puis après, il y a des protocoles à mettre en place qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, quand un sourcier nous dit creusez à 10 mètres de profond et vous trouvez de l'eau. Et puis vous creusez, vous tombez à 3 mètres de profond sur de l'eau. Est-ce que c'est bon comme résultat? Ou est-ce que sa prétention n'était pas bonne? Parce qu'il a dit 10 mètres. Et vous creusez à 3 mètres, vous êtes content. Vous vous dites, ah bah, c'est cool, c'est parfait, j'ai trouvé de l'eau plutôt que prévu, ça me coûte moins cher. N'empêche que la prétention n'était pas très bonne. C'est tout ça qu'il faut vérifier. C'est toute cette démarche qu'il faut avoir. Et quand on applique cette démarche-là, on se rend compte que jusqu'à maintenant, hein, peut-être que les choses changeront plus tard, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas mis en évidence une capacité de sourcier qui dépasse celle de l'intuition qu'on peut avoir sur les plantes qui indiquent qu'il y ait peut-être de l'eau par là, ou la manière dont le terrain est vallonné. Et quand quelqu'un qui a ces connaissances-là un petit peu empiriques essaye de faire de la sorcellerie, il trouve à peu près autant qu'un sourcier normal. Il s'agit d'une idée reçue, d'une idée assez répandue, reçue, qui nous dit que notre cerveau serait capable de facultés extraordinaires qu'on n'aurait pas encore explorées ou qu'on aurait perdues, ou que la société moderne nous aurait effacées, plus ou moins, et qu'il suffirait de faire un travail assez approfondi sur nous pour se les réapproprier, pour les faire renaître, pour les faire réémerger. Souvent, les gens qui prétendent avoir des capacités psychiques, comme on dit, disent que ce sont des choses qu'on porte tous en soi. C'est pas un don venu d'ailleurs, mais c'est souvent quelque chose qu'on porte et qu'on ne travaille pas. Et ça, c'est très satisfaisant intellectuellement, parce qu'on a envie de se dire ça. On a envie de croire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, comme on nous le répète régulièrement, et qui est une idée archi-fausse. On a envie de se dire, avec un peu d'effort, peut-être que je pourrais arriver à développer ça et à progresser, peut-être sortir d'un mal-être que je vis. Et il y a des gens qui viennent proposer des théories là-dessus et qui nous proposent des systèmes qui nous permettraient de se réapproprier cette partie du cerveau qu'on n'utiliserait pas. Et c'est là où on devient vite dépendant, parce qu'on va essayer des techniques qui nous donnent l'illusion d'augmenter nos capacités. Et puis, mais en fait, on vous fait comprendre que c'est pas encore suffisant, que vous pouvez encore progresser. Et finalement, on se retrouve dans un engrenage, petit à petit, qui peut nous rendre très dépendants d'un thérapeute quand c'est un thérapeute, d'un praticien quand c'est un praticien, quand c'est un psychique, comme on dit aussi. On peut rentrer dans des démarches comme ça, où il y a même parfois des systèmes de grades. Et une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est très difficile de s'en sortir. Parce que c'est très séduisant, on se dit, mais si ça se trouve, j'ai pas encore obtenu les effets télépathiques que je cherche, mais parce que j'ai pas assez travaillé, quoi. Il y a toujours, ça revient toujours sur nous, la responsabilité de ne pas avoir réussi à progresser. Alors qu'en fait, tout simplement, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de capacité extrasensorielle que l'on n'ait pas pu développer, et que si elles existent quelque part, en tout cas, on n'en a pas encore la preuve. Mais on les cherche, s'il y en a, on les trouvera, mais s'il n'y en a pas, acceptons notre cerveau comme il est, avec ses défauts, avec ses joies, et apprenons à manier l'outil critique sur ces sujets-là. On évitera souvent des aliénations assez fortes autour notamment de techniques de coaching un peu particulières qui seraient censées vous faire progresser sur la route d'un cerveau étendu, plus grand. Le rôle des médias là-dedans, dans la profusion d'idées reçues et de pseudosciences, qu'elles soient des pseudosciences expérimentales ou des pseudosciences politiques, est absolument énorme, pour une raison très simple en fait, qui est facile à comprendre. Les médias n'ont pour seul but, nous on pense que les médias ils ont pour but de nous informer, c'est pas du tout ça le but des médias, hein. Le but des médias est d'abord de gagner sa vie, de gagner sa croûte. Et donc plus les médias sont des conglomérats privés, plus leurs méthodes sont même publiques, parfois ça arrive aussi, plus les méthodes visent à générer du pognon. Et pour générer du pognon, il vaut mieux jouer sur les fibres, qui sont sur les tendances de l'esprit humain à tout de suite embrayer. Alors on joue sur le sécuritaire, on peut jouer sur la peur, on peut jouer sur l'affect, on peut jouer sur la promesse et l'espoir, etc. Alors c'est exactement les mêmes ingrédients qui amènent les gens à adhérer à des théories paramédicales ou pseudo-médicales. C'est souvent l'espoir qui est vanté. Bon, et quand j'ai vu des Sciences et Vie, par exemple, ou des Sciences et Avenir, ou des revues quand même relativement réputées ou lues, et qui proposent espoir, vous pouvez dire adieu à vos lunettes. Ils annoncent ça il y a 30 ans, et il y a encore plein de gens qui ont des lunettes. On nous annonce enfin le médicament contre le cancer. Vous êtes sûr, en faisant une couverture comme ça, que les gens vont se dire « Ah, le cancer, c'est moche, donc j'aimerais bien traiter la question. » Donc ils achètent le bouquin, puis en fait, il y a 2 ans, il y a une solution qui finalement sera oubliée plus tard. On voit que c'est de manière permanente un flux sans fin de scoops plus ou moins faux.
Et on n'a pas le temps de traiter toutes ces infos, et donc on se dit, bon, bah, je vais acheter celui-là, ou je vais me servir de ça. Et quand on vérifie, très souvent, l'affirmation qui était sur la couverture n'est déjà pas la même que celle qu'il y avait à l'intérieur. Et quand on regarde celle qui est à l'intérieur, elle n'est déjà pas la même que la publication d'origine. Et la publication d'origine elle-même, elle n'est passée que parce qu'elle était déjà un peu spectaculaire. Si ça se trouve, même le scientifique a un peu mis en avant les meilleures données, puis pas les moins. Et il y a tout un processus comme ça, un peu vilain, qui fait que c'est souvent pour un public qui n'est pas scientifique en plus, ils se retrouvent confrontés à des trucs, bah ça y est, on a trouvé la solution pour ça, ou attention, il faut avoir peur de ça, ou méfiez-vous, un astéroïde va vous tomber sur la courge bientôt. Ou... Donc évidemment, des gens démunis sur ces processus de construction de l'information, des gens qui en plus sont un peu peut-être complexisés, n'ont peut-être pas fait de science, et ils pensent que c'est impossible, alors qu'en fait la plupart du temps on fait tous de la science sans s'en rendre compte, et qu'il n'y a vraiment pas de quoi être complexé. Hein. Mais ils se disent, bon ben alors je vais les croire, puisque c'est quand même une revue de science qui me dit ça, donc je vais les croire, donc je vais m'inquiéter. Et donc les gens qu'on inquiète, en général, leurs réactions, elles sont vite pas très fines, quoi. Et on embraye, quoi. Donc c'est comme ça aussi que dans les sphères politiques, on joue sur sécuritaire à mort. Comme ça, on est sûr que les gens vont tout de suite embrayer de la même façon. Et alors on se dit des fois, oui, mais les médias, ils n'ont pas une pensée homogène. Non, mais en fait, c'est les ressorts qui stimulent l'esprit humain, ils sont pas très nombreux, donc ils jouent tous à peu près sur la même chose. Un jour, une boîte de production me contacte et me dit, voilà, on a un phénomène qui nous est relaté, l'histoire d'entités extraterrestres qui viendraient, qui auraient violé une personne, voilà, pendant la nuit. Bon, histoire que je connaissais, histoire qui a fait l'objet de bouquins, qui est connue depuis une trentaine d'années, etc., etc. Elle me dit, voilà, est-ce que vous avez connaissance de cas comme ça? Est-ce que vous avez une alternative explicative à ce phénomène-là? Et je dis, au labo du sommeil, à Grenoble, sont assez bien décrites ce qu'on appelle les paralysies du sommeil, dont certaines d'entre elles recoupent à peu près toutes les caractéristiques qu'a vécu la personne. Alors, pour parler de ce cas-là précisément, on peut pas, il aurait fallu être sous le lit, puis être là à ce moment-là. Mais en tout cas, de manière générale, les gens qui relatent l'impression que quelqu'un est allongé sur eux, ils peuvent pas bouger et pourtant ils sont réveillés, et ben ça on le sait le décrire maintenant scientifiquement parlant. Ça porte un nom, ça a des syndromes différents qui portent, on se réveille, on a l'impression qu'il y a un poids, c'est une illusion en fait, et puis on est en atonie complète, on n'arrive pas à bouger ses membres, on peut pas bouger quoi. Donc quelqu'un qui sait pas que ça peut lui arriver, quand il vit ça, il est terrorisé quoi, il peut avoir un moment de peur assez intense. Et alors j'explique ça aux journalistes, et le journaliste il me dit, ah oui mais là, si je dis ça, moi, dans mon reportage, je coule le sujet. Je dis, comment vous coulez le sujet? Il dit, oui, après c'est fini, y a plus, si on arrive à expliquer ça comme ça, il n'y a plus de paranormal, quoi. Je dis, ouais, mais vous avez quand même un devoir d'informer les gens qui sont en souffrance par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est quand même plus joyeux de se dire, tiens, j'ai une paralysie du sommeil, comme à peu près une personne sur 6 ou 7 dans ce bas monde, au moins une fois dans sa vie, vivra ça. C'est plutôt rassurant de savoir ça, plutôt que de se dire que c'est peut-être un extraterrestre qui vient me violer la nuit, quoi. C'est quand même important de le dire aux gens pour qu'ils soient pas... qu'ils puissent, puis s'ils veulent vraiment croire à l'extraterrestre, c'est leur problème après. Mais au moins, ils ont des alternatives. Le type, il m'a dit, ah ouais, mais moi, ça m'ennuie, ça tue mon sujet, salut. Voilà. Et donc l'info est pas passée. L'info n'est pas passée. Et pourtant, il en va de la... C'est presque de la santé publique parfois, ce genre d'informations. Il faudrait les donner, quoi. Et là, le rôle des médias est assez sournois. Alors je parle même pas des cas où les médias sont complètement instrumentalisés pour mettre en scène des départs pour la guerre, par exemple. Des exemples de faux, où là vraiment ce sont des faux de type scientifique. Hein. On peut prendre l'exemple du rapport de Tony Blair sur les armes de destruction massive en 2003-2004, où a été plagié un dossier d'étudiant, enfin, une histoire complètement minable. Dans les années 90, en 1990, peut-être vous connaissez l'affaire Nahira, l'histoire de cette jeune Koweïtienne qui était venue témoigner devant une commission au Congrès états-unien pour expliquer que les Koweïtiens qui venaient d'être envahis par les Irakiens avaient été témoins de soldats irakiens qui enlevaient les bébés des couveuses et les jetaient par terre. Et donc elle témoigne en larmes, la jeune fille, elle s'appelait Nahira. Elle explique ça, elle a 20 ans, quoi. Elle dit qu'elle est infirmière, qu'elle a fait ça, et qu'elle a vu ça, et que c'était horrible, et que vraiment les Irakiens sont des monstres, etc., etc. Et il a suffi d'une petite enquête. Alors ça suffit pour émouvoir toute la population états-unienne qui pourtant n'était pas très chaude pour retourner partir en guerre, surtout après le Vietnam, tout ça. Bon, ils n'avaient pas tellement envie. Et là, tout le monde embraye, tout le monde dit c'est inadmissible, c'est sordide, c'est affreux. George Bush Senior qui vient, qui dit c'est inadmissible, regardez Nahira, c'est inadmissible, il faut aller en guerre, tout le monde part en guerre. Voilà.
Sauf qu'on se rend compte après qu'en fait, non seulement cette jeune fille koweïtienne, bon, elle n'était pas au Koweït du tout, on s'est rendu compte qu'elle s'appelait Naïra, c'était la fille de Nasir al-Sabah, l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Elle n'avait pas été au Koweït. C'était une histoire complètement bidonnée, inventée de toutes pièces par une boîte de marketing médiatique qui s'appelle Hill Knowlton. Et donc pour 14 millions de dollars, vous pouviez vous payer une fausse information de toutes pièces qui permettait de déclencher la guerre en Irak. Extraordinaire quand même, non? C'est-à-dire que vous pouvez construire un mensonge scientifique, sociopolitique, à 14 millions de dollars, et qui peut avoir des conséquences désastreuses pour des milliers et des milliers d'êtres humains. Et les méthodes pour casser ces mensonges-là sont exactement les mêmes que celles qui permettent d'analyser si une théorie est valide ou pas en sciences expérimentales. C'est la même chose. Vérifions la source, qui dit quoi, sur quelle base, quels sont les faits de départ, etc. etc. Entre vérifier s'il existe un fantôme dans une abbaye hantée ou s'il existe des armes de destruction massive en Irak, la méthodologie est la même. L'objet n'est pas le même, mais la méthodologie est exactement la même. Si tout le monde s'approprie cette démarche-là, on se rendra vite compte que la science comme démarche, c'est super subversif, ça casse les idées reçues, ça casse les mensonges, les gens pourront plus dire n'importe quoi, on aura les moyens de vérifier un peu l'information qui circule, on pourra fesser, déculotter et fesser les bonimenteurs nationaux et internationaux, si je peux me permettre l'expression. Les croyances en ces phénomènes-là ne sont pas du tout liées à une question d'instruction. On s'est rendu compte dans plusieurs études différentes, surtout dans les années 70, où ça a été un peu le moment où on s'est posé la question, mais comment se fait-il que des gens vachement instruits soient capables d'adhérer, notamment à cette période où il y avait des tordeurs de métaux, des psychokinètes, des gens qui déplaçaient les objets à distance. Comment ça se fait que des gens qui n'ont pas fait d'études embrayent pas forcément, et comment se fait-il que des gens qui ont fait plein d'études peuvent parfois embrayer? Et c'est là on s'est rendu compte que la différence entre science et pseudo-science, eh ben, méritait d'être enseignée parce qu'en fait, elle n'était pas contenue dans l'enseignement basique des individus. Et il y a eu quelques tests qui ont été faits par des sociologues sur, en fonction de la période, de la quantité de contenu scientifique qu'on a absorbé dans le cours de son éducation, est-ce qu'il y avait une tendance à moins adhérer ou plus adhérer à des théories bizarres. Et en fait, c'est pas très clair, mais on voit que c'est pas les gens qui ont fait le plus d'études qui ont le plus tendance à adhérer à des techniques bizarres, mais c'est pas non plus ceux qui en ont fait le moins. Il y a une sorte de... ça fait un peu une cloche, quoi. Vous avez Et par contre, il y a des catégories socio-professionnelles qui semblent être plus représentées, quoi. Si j'en crois les études de Bois et Michelat aux alentours des années 2000, il semble qu'il y ait des professions comme ça qui soient un peu plus enclines à adhérer à des techniques que d'autres. Et il y a des hypothèses là-dessus, mais elles sont sous forme d'hypothèses. Donc une hypothèse, ça mérite d'être démontré. Je lance ça en l'air. Il semble que ce soit les catégories socio-professionnelles qui sont un peu en souffrance vis-à-vis de leur statut, qui ont tendance à aller chercher un autre domaine d'expertise, assez facilement appropriable. On remarque que, par exemple, chez les infirmiers et les infirmières, peut-être parce qu'ils sont assujettis à une soumission dans l'ordre médical, à des médecins qui ont un pouvoir un peu démesuré par rapport à eux, ben c'est l'occasion, ces petites techniques-là, de se réapproprier un savoir qui est à eux et qui leur donne la possibilité d'être un peu prescripteur. On voit que chez les instituts aussi, surtout chez les instituts qui... il y a des instituts qui sont très bien là où ils sont et ils sont très contents de faire ce qu'ils font, qui est un métier absolument merveilleux d'ailleurs, mais il y a des instituts qui sont déçus de ne pas avoir réussi à passer un certificat qui leur permettait d'être enseignants supérieurs ou enseignants du secondaire et le vivent mal. Et est-ce que c'est ça ? C'est mon hypothèse, c'est une des hypothèses qui est défendue par d'autres personnes aussi. Est-ce que c'est cette souffrance sociale-là qui fait qu'on se dit, bah tiens, je vais m'approprier un autre domaine à côté. En plus, c'est souvent assez rapide à s'approprier. Et on devient très rapidement un deuxième professionnel, quoi. On a une deuxième petite profession qui peut rapporter ou non. Hein. C'est l'hypothèse sociale que je fais. Je ne sais pas si elle est vraie. Le temps nous le dira peut-être. Il y a un biais de raisonnement qui est assez courant et qui est très sournois, qui porte plusieurs noms, mais nous on l'appelle très, très régulièrement le raisonnement panglossien. Du nom de Pangloss, ce personnage du livre Candide de Voltaire, personnage qui était prof alors si je me rappelle bien, de métaphysico, cosmo,
théologico-niglologie, je crois bien. Il enseignait à Candide une mode d'appréciation du monde, un mode d'appréciation du monde qui était assez particulier. Il disait, tu sais, tout ce qui t'arrive, c'est bien, tu vois, en soi. Le monde tel qu'il est le meilleur des mondes possibles. Madame la baronne est la meilleure des baronnes possibles. Et tu vois, je donne pas l'exemple exact, mais en gros, tu t'es cassé la figure là, mais c'est bien, ça t'a permis de voir le sol de très près, puis tu sais que la prochaine fois, comme ça, tu pourras éviter la même chose. En fait, c'est tout ce qui arrive est bien, tout ce qui arrive est fondamentalement bien. On désigne, nous, derrière le raisonnement panglossien, un biais c'est facile à illustrer avec vous imaginez un tireur à l'arc qui ferme les yeux, qui tire sa flèche, elle part se planter dans un arbre, et après coup va dessiner la cible autour de sa flèche. Voyez, et il va dire, bah regardez, je suis vachement fort, quoi. En fait, c'est un raisonnement, on raisonne à rebours vers une cause possible. Exemple. C'est un raisonnement qu'on retrouve très souvent chez les gens qui défendent le scénario créationniste et qui nous disent regardez, l'œil humain est trop complexe pour pouvoir être explicable autrement que par l'idée que quelqu'un a voulu que ça arrive un jour. Sinon, on n'aurait pas pu arriver à tout ça. Les gens vous disent le panda est tellement extraordinaire, tellement bizarre dans son milieu, tout ça, que c'est. En plus, il a un estomac bizarre, il a des doigts bizarres, il mange des feuilles bizarres, il est tout bizarre. Bon, comment expliquer qu'il soit là? Il faut bien qu'il y ait eu quelque chose, soit une volonté programmante, soit un dessein intelligent, une vision cosmique qui a poussé à ça, soit un dieu qui permettrait Et c'est des raisonnements comme ça où à rebrousse-poil, on tient ce discours-là. Le problème, c'est que ce discours-là, en fait, c'est un raisonnement après coup, où on peut se dire, bah, l'humain, regardez, l'humain est la pyramide de l'évolution, c'est nous qui sommes en haut, tout a conspiré pour qu'on arrive à ça. Mais en fait, si on raisonne comme ça, le ver de terre, il peut faire la même déduction. On peut dire, regardez, en 2012, moi, le ver de terre, je suis là, hein, et tout a conspiré pour qu'on arrive à moi. Et puis la laitue pour avoir le même argument, le panda aussi. Et en fait, c'est un raisonnement en fait, qui pourrait être appliqué par tout le monde. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le loto quand on gagne, on a tendance à se dire oh là, j'ai eu de la chance, ou oh, j'ai mis les bons numéros, on se dit j'ai fait quelque chose de bien qui m'a permis de mériter ça, quoi. Vous voyez ? Alors qu'en fait, la probabilité que quelqu'un gagne n'était pas faible, c'était le fait qu'elle tombe sur nous qui était faible. Donc à la fin, quelqu'un allait gagner, et de toute façon, il allait tenir ce discours-là. Donc c'est les gagnants qui parlent en fait. Les gagnants disent oh, bah oui, j'ai beaucoup de mérite, oui, voilà. Et en fait, on raisonne à rebours comme ça. C'est un travers qui arrive très très souvent. Le cold reading, c'est une méthode, lecture à froid, on appelle ça aussi. C'est une méthode qui est assez facile à s'approprier et qui donne l'impression qu'on est capable de dire des choses sur les individus quand on les a en face de nous. Et il y a plusieurs particularités à cette technique-là qui vraiment nous convaincraient que la personne en face de nous, elle est en train de lire en nous, elle est en train de nous donner des informations sur nous. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques du type faire des phrases floues avec des descriptions un peu positives de vous, mais suffisamment floues pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans. C'est ce qu'on appelle l'effet Forer en psychologie. Alors un exemple de phrase floue, par exemple, c'est vous avez un comportement fort, mais de temps en temps vous doutez. Ça, c'est tout le monde, quoi. C'est vous, c'est moi, c'est à peu près tout le monde. Ou vous aimez les relations sincères. Voilà, genre de phrase qui donne tout de suite envie d'aller, bah oui, c'est vrai, j'aime bien les relations sincères, j'aime bien avoir des amis. Et ça permet de faire dérouler un discours, après dans lequel on peut aller piocher encore des éléments qui peuvent encore nous donner, et qu'on peut resservir plus tard, et qui nous donnent l'impression qu'on commence à cerner la personne à son insu, quoi. Et ça donne une vraie impression forte de lecture en nous. On a l'impression que la personne a lit en nous, alors qu'en fait, la plupart des infos, c'est notre réaction à des phrases un peu creuses qui créent la réaction. Il y a des techniques dites aussi du tir au plomb. Balancer des petits plombs un petit peu nébuleux, il y en aura bien un qui touchera sa cible. C'est un peu l'image qu'on utilise. Vous faites des phrases un peu bizarres comme n'auriez-vous pas un rapport avec l'eau ou avec la mer? Ah, c'est pratique la mer, parce qu'en plus vous avez la mer comme la maman, puis vous avez la mer comme l'océan. Et puis qui n'a pas quelque chose qui ferait un sens? Un frère qui habite près de la côte, on est né près de la côte, on aime bien aller à la mer, on va tous les étés à la mer, ou on a un rapport avec notre mère qui est un peu particulier. Voilà le genre de phrase aussi sur lesquelles on peut s'appuyer. Vous avez un rapport particulier avec vos parents.
Ça marche que vos parents soient vivants ou morts, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien. Il est toujours particulier notre rapport aux parents. Donc on a toujours l'impression que c'est convaincant ce qu'on nous dit. Mais c'est vrai, vous avez ou alors avec les étudiants, un truc qui marche bien, c'est de leur dire vous avez une vie affective très mouvementée. Et en général, oui, quand on a 20 ans, on a une vie assez mouvementée, quoi. C'est assez particulière, quoi. On est souvent un peu perdu. C'est des méthodes comme ça qui donnent l'impression qu'on dit des choses sur les individus, alors qu'en fait, on ne dit rien, on les laisse parler, on reprend ensuite l'information qu'ils nous donnent et on s'en sert. J'ai tendance à penser que ça se passe souvent inconsciemment, tout ça. Enfin, non consciemment. Je dirais que ça se passe non consciemment parce qu'on a l'impression on a l'impression d'avoir de l'intuition quand on utilise ces techniques-là, même sans le savoir. Ces techniques, on utilise sans s'en rendre compte, j'en ai bien l'impression. Hein. Et je pense que beaucoup de voyants et de voyantes sont persuadés de ce qu'ils font. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui défendent des théories un peu étranges sont persuadés, très sincèrement persuadés de ce qu'ils défendent.